Bonjour les addicts, 2021 touche à sa fin et j'avais envie, pour se projeter déjà vers 2022, de vous faire une liste des 50 séries que j'attends l'année prochaine. Vu que ce sont des séries que j'attends toutes avec impatience, j'ai pas vraiment d'ordre de préférence, peut-être pour 3 ou 4, donc je vais les dresser dans l'ordre alphabétique. Première série qui m'intéresse, The After Party sur Apple TV+. Et ce que j'aime dans ce pitch, c'est que c'est un pitch à la Rashomon. Alors, si vous connaissez pas Rashomon, c'est un film de 1951 d'Akira Kurosawa. Il y a un assassinat et un viol qui se sont déroulés dans une forêt, et vous avez 4 points de vue différents qui se contredisent tous. Eh bien, on va avoir un effet Rashomon dans cette série de Christopher Miller, qui se déroule dans une high school reunion. Donc voilà, c'est des anciens de lycée qui se réunissent 10 ans après. Il y a un meurtre qui arrive, ce sera avec de la comédie et du drame, bien sûr, avec une dose de thriller, et avec donc un effet Rashomon, avec des points de vue qui vont pas arrêter de se contredire. Ouais, je pense que The After Party, je pense qu'on va bien s'amuser. Deuxième série, Andor sur Disney+. Oui, c'est une série de l'univers Star Wars. Il s'agit d'une série sur Cassius Andor, le personnage qu'on a vu dans Rogue One, et qui va raconter ses années de formation au sein de la rébellion. Ça devrait pas m'intéresser plus que ça, mais voilà, il se trouve que le showrunner, ce sera Tony Gilroy, qui est un scénariste que j'adore. Bon, on lui doit aussi des noms comme, par exemple, la tétralogie Jason Bourne, qui, bon, mine de rien, c'est du bon cinéma d'action. Et surtout, il y aura aussi parmi les auteurs Beau Willimon, que vous connaissez sans doute, parce que c'est lui qui a créé la version américaine de House of Cards. Donc, avec de tels noms, je me dis, ouais, il y a des chances pour que ça marche bien. 3 et 4, c'est un doublé, parce que ce sont 2 séries adaptées de Anne Rice. À l'heure où je fais cette vidéo, je viens d'apprendre la mort d'Anne Rice, peut-être l'une des plus grandes autrices du XXe siècle, notamment dans le domaine fantastique. Elle a écrit les vampires, mais comme on n'avait à peu près jamais écrit sur les vampires avant. Moi, je m'étonne que ces chefs-d'œuvre datent des années 70, et c'est 45 ans après, et en plus, après que Anne Rice finalement nous ait quittés, qu'on ait enfin ces séries. Quand on adapte des livres qui sont des purs chefs-d'œuvre, qui m'ont accompagné pendant des années, ouais, on est très vite hypé. 5e série, As We See It, sur Prime Video. C'est une série qui, je pense, va être intéressante, parce qu'elle met en scène des personnages qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir, puisque c'est centré sur 3 personnes autistes qui sont en colocation. Alors, il y a certes eu quelques séries sur les autistes déjà, notamment Atypical sur Netflix, que j'aime beaucoup. Je suis très curieux de voir comment l'autisme va être traité, et puis surtout, c'est showrunné par Jason Katims. Et Jason Katims, c'est un de mes scénaristes préférés. C'est à lui qu'on doit la première version de Roswell. Et voilà, Roswell, c'est une de mes séries préférées. C'est lui qui a showrunné Friday Night Lights, qui est peut-être une des plus grandes séries depuis le début du XXIe siècle. Vraiment, j'ai une grande confiance en Katims. Numéro 6, Bel-Air. Oui, le fameux reboot dramatique du Prince de Bel-Air. Bon, je vais être franc avec vous, j'ai jamais trop accroché à la sitcom originale. Mais le sujet est intéressant, j'aime bien les expérimentations, et en fait, ça va être le même sujet que le Prince de Bel-Air, mais voilà, sous un ton qui est dramatique. Rien que pour le jeu des comparaisons, je pense que ça peut être bien. Il y aura toujours Will Smith qui va produire derrière, même s'il ne joue plus dedans. Numéro 7, Circe, sur OCS. Non, il ne s'agit pas de l'héroïne d'ici. Il s'agit tout simplement d'une série qui sera centrée sur ce grand personnage de la mythologie grecque. Une magicienne extrêmement puissante que Ulysse a rencontrée pendant un passage mémorable de l'Odyssée. La com s'est fait, oui, ce sera vraiment une série qui sera féministe, avec surtout des scénaristes et des réalisatrices femmes. C'est un très bon point de vue, d'autant que Circe est vraiment devenue une figure féministe depuis au moins la fin du XIXe siècle. Donc oui, il y a une cohérence. Alors évidemment, ça ne dit pas que ce sera bien, mais je trouve que l'angle choisi peut être intéressant. Donc ouais. Numéro 8, Conversation with Friends. Une série sur, en fait, des millennials, voilà, des personnes entre 20 et 30 ans, qui discutent ensemble de leur vie, de leurs amours, de leur tendance à la dépression. Pourquoi je suis complètement hypé par ça? Parce que c'est la même équipe créative que l'une des plus belles séries de 2020, qui était Normal People. Pour moi, Normal People, c'est la série qui a prouvé que on peut raconter des histoires d'amour classiques, mais d'une manière qu'on n'avait jamais fait avant. Et c'est la même équipe. Il y a une telle réunion de talents derrière cette série, je ne peux pas passer à côté. 9e série, Cyberpunk Edgerunners. Je ne vais pas trop épiloguer là-dessus vu qu'on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. On sait juste que ce sera une série animée sur Netflix qui, bien sûr, sera dans l'univers de Cyberpunk 2077. Vu que l'univers est passionnant et voilà que moi j'ai toujours eu une certaine tendresse pour le Cyberpunk personnellement, je pense que c'est vraiment une série à guetter du coin de l'œil. Numéro 10, Doomsday Machine. Vous avez aimé The Social Network, ce fabuleux film faussement sur la naissance de Facebook et qui est plutôt sur comment une idée naît et comment le pouvoir pourrit tous vos liens d'amitié autour de vous.
Et ben apparemment Doomsday Machine c'est un peu dans le même genre, vu que ça va aussi se centrer sur un côté de la création de Facebook, mais notamment avec Sheryl Sandberg, qui est aujourd'hui la COO de Facebook. Sheryl Sandberg va être jouée par Claire Foy, qu'on a tous pu admirer dans les 2 premières saisons de The Crown. Donc je pense que ça va être une série déjà plus littéraire qu'elle veut bien le laisser paraître, et qui je pense a pas mal à donner. Numéro 11, Drôle. Ah bah oui, je vais quand même bien citer une des séries françaises de temps en temps. Et il se trouve que Drôle a attiré mon attention. Déjà, c'est parce que c'est par la créatrice showrunneuse de 10%, Fanny Herrero. Je vais être clair, j'ai pas vraiment aimé 10%, mais Herrero, c'est quelqu'un qui sait très bien où va aller ces saisons, c'est quelqu'un qui vraiment écrit sur le long terme. En fait, je pense que ça va être le I'm Dying Up Here français. I'm Dying Up Here, c'était une super série sur des personnes qui tentaient de percer dans le milieu du stand-up. Bah là, ça va être la même chose. Drôle, c'est le nom d'un comedy club où se produisent 4 personnages qui rêvent tous d'être connus par le stand-up. Alors, je pense que ça va être décapant, énergique. Il y a beaucoup de potentiel dans Drôle. Reste à savoir si ça va marcher, et pourquoi pas. Numéro 12, Extraction. Ah oui, celui-là, je l'attends bien aussi. Tout simplement parce que Extraction, c'est une série avec un verrou temporel, un peu comme Un jour sans fin. Vous avez un mec qui a le pouvoir de remonter dans le temps, et ce pouvoir attire l'attention d'une société qui veut l'utiliser pour qu'il puisse remonter dans le temps et empêcher la fin du monde qui va bientôt arriver. Évidemment, l'amour se met de la partie, ça va tout faire foirer. Ce que j'adore, c'est que l'histoire fait beaucoup penser à une nouvelle de la Patrouille du Temps, une saga de SF qui a été écrite dans les années 50 par Poul Anderson. Voilà, on a donc High Concept SF, une référence littéraire bien marquée, une promesse de drame sentimental. Il m'en faut pas plus pour que je sois hypé. Numéro 13, The First Lady. Je suis très fan de ce genre de série qui, en fait, nous amène derrière le rideau. Et The First Lady, vous avez peut-être deviné, c'est une série d'anthologie qui va explorer comment les premières femmes des présidents des États-Unis ont, à leur manière, aussi influencé les événements du pays. C'est vraiment un sujet qui est extrêmement intéressant, et puis le casting est royal. Dans le rôle de Michelle Obama, on a Viola Davis, voilà, et tout le monde s'incline devant Viola Davis quand elle apparaît. Il y aura Gillian Anderson qui va jouer Eleanor Roosevelt, Betty Ford va être jouée par Michelle Pfeiffer. On aura sans doute un épisode égal une première dame. Je trouve que c'est toujours bien dans les séries politiques, vous savez, de voir un petit peu les petites mains dont on ne sait pas vraiment l'influence, mais qui en fait ont pesé beaucoup. C'est d'ailleurs le charme d'une série comme À la Maison Blanche. Numéro 14, Gremlins Secrets of the Mogwai, certainement sur OCS. Vous avez deviné, il s'agit d'un prequel de la franchise Gremlins. Dit comme ça donne pas envie. Et le sujet, pas plus que ça non plus, vu que en fait, ça va être concentré sur la famille Wing. Vous savez, la famille qui, justement, vend le Gremlin dans le premier film, avec le carnage qui s'ensuit, qu'on sait bien. Donc ça va se centrer sur comment, en Chine, la famille Wing est tombée sur les Mogwai, et comment ça a foutu de boxon déjà en Chine. Pourquoi ça m'intéresse? Tout simplement parce que la communication a beaucoup joué sur le fait qu'ils vont vraiment explorer le folklore chinois. Pour cette volonté de sortir un petit peu des codes de la culture occidentale, je pense que rien que ça peut valoir le coup. Numéro 15, Griselda sur Netflix. Ça va être centré sur l'histoire vraie de Griselda Blanco, qui était une caïd de la drogue en Colombie. Elle a une vie complètement rocambolesque. On l'a appelée la reine de la coca. Elle a une vie complètement phénoménale, quoi. Entre justement le trafic, des arrestations, des évasions, des preuves qui disparaissent, jusqu'à son assassinat en 2012. Et ce narcos au féminin avec Sofia Vergara dans le rôle principal, je pense que ça a toutes les chances de plaire. Numéro 16, Grass Girls. Certainement sur OCS. Pourquoi j'attends cette série d'animation? Tout simplement parce que le pitch me fait triper. 2 gamines du collège qui ne sont absolument pas dans les canons de l'éternel féminin, dans les canons hollywoodiens. Non, c'est des nanas qui sont pas super belles, qui sont grossières, qui sont vulgaires, qui sont trash, et qui vont foutre le souk dans leur école. J'aime les séries d'animation trash, j'aime les séries d'ados. La combinaison des deux ne peut que me plaire, et je pense que vous aussi. Numéro 17, Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities, sur Netflix. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Guillermo del Toro a sorti une espèce de magnifique grimoire, c'est même pas un livre, c'est une espèce de grimoire en fait, où il a compilé tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a dessiné pendant des années. Et il va donc y avoir une espèce d'adaptation. Le meilleur moyen de vous convaincre, c'est de vous dire, textuellement, la communication. La série secoue notre vision traditionnelle de l'horreur. Du macabre au magique, du gothique au grotesque, ou de l'effroi classique. Ces 8 contes sinistres, incluant 2 scénarios originaux de Del Toro,
seront portés à l'écran par une équipe d'auteurs et de réalisateurs qui ont été personnellement choisis par le réalisateur de La Forme de l'eau. Numéro 18, Halo. Les adaptations de jeux vidéo à l'écran, ça n'a pas toujours été une réussite. Bon, même si Netflix a quand même déboîté pas mal de gueule avec Arcane. Évidemment, le produit d'appel dans Halo, c'est évidemment que c'est produit, entre autres, par Spielberg. Je suis très curieux de voir comment le jeu vidéo va être adapté en série, surtout que l'univers de Halo est tout simplement magnifique. Visuellement, je pense que ce sera superbe. On ne sait évidemment pas tous les détails de l'histoire, mais je suis prêt à prendre le pari que ce sera cool. Numéro 19, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Alors, je vais pas vous mentir, c'est certainement la série que j'attends plus en 2022. Ouais, peut-être même plus que Lord of the Rings. C'est la quintessence de la SF parodique, qui a été écrite par Douglas Adams dans les années 70 et 80. Disons que ça démarre quand il y a un terrien, un anglais, Arthur Dent, est secouru par un ami extraterrestre qui lui dit « Bon, la Terre va être détruite dans quelques minutes, tu veux que je t'amène avec moi ?» Il n'a même pas le temps de dire « Ouf !» que hop, il est déjà dans l'espace, la Terre explose, et voilà, il va maintenant voyager dans un espace qui, comme je vous l'ai dit, est complètement fou. Il n'y a pas vraiment d'histoire dans les 5 volumes. C'est juste un univers en folie bigarrée. J'attends cette série avec une impatience que vous n'imaginez pas. Numéro 20, House of the Dragon sur OCS. Forcément, le préquel de Game of Thrones, c'est un incontournable de la rentrée 2022. Ce sera en plus co-créé par George R.R. Martin lui-même. Cette histoire centrée sur le déclin de la maison Targaryen, je pense que ça s'annonce très bien. C'est adapté d'ailleurs d'un de ses romans, Fire and Blood, et là pour le coup, c'est un one-shot. Du coup, on n'a pas à attendre à la fin. Hein, George? Pour le reste, il y a quelques noms de Game of Thrones qu'on va retrouver dans House of Dragon, notamment le réalisateur Miguel Sapochnik. On parle quand même du mec qui a filmé la bataille de Hardhome, La Longue Nuit, la bataille des bâtards, l'épisode de Winter. Ouais, je pense qu'on est entre de bonnes mains là. Numéro 21, How I Met Your Father. Et là, je vois des sourcils se hausser. Oh là là, une espèce de série dérivée de How I Met Your Mother? Bah oui, mais je sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. How I Met Your Mother, visuellement et narrativement, c'était une des sitcoms les plus novatrices. Bon, c'était extrêmement inspiré de Coupling, qui était une sitcom britannique qui était encore plus inventive que How I Met Your Mother. On est dans une période où les sitcoms n'existent malheureusement presque plus. J'ai fait une vidéo un peu déchirante sur le sujet où je clame mon amour des sitcoms, tout en me désolant qu'on est peut-être vraiment vers la fin. Et je pense que dans How I Met Your Father, on va retrouver des concepts visuels et narratifs qui vont la distinguer du tout venant des sitcoms d'aujourd'hui qui sont souvent bien ternes. Numéro 21, Jodie. Jodie, c'est un spin-off de Daria, qui est peut-être l'une des meilleures séries ados que vous verrez de votre vie. C'est extrêmement drôle, extrêmement sardonique, extrêmement ironique. I don't have low self-esteem. I have low esteem for everyone else. Alors, je suis pas complètement hypé en fait, parce que Jodie, c'est pas le personnage le plus intéressant de Daria, vraiment. C'est un peu le trope de la minority model. Une nana qui sait qu'elle est noire et qui donc se travaille et se bat 2 fois plus pour être quelqu'un, un modèle, quoi. C'est un cliché qui saoule beaucoup de monde, mais je ne peux pas résister à un tel appel. J'aime trop Daria, j'attends quand même de voir comment ça vient. Numéro 23, Kill the Orange-Faced Bear. Il y a des séries, tu lis simplement le pitch, tu veux l'acheter tout de suite. C'est un peu ça, cette série d'animation. C'est l'histoire d'un mec qui, avec la jumelle de sa petite amie, va essayer de tuer l'ours qui a bouffé sa petite amie. Voilà. Je sais pas si vous avez suivi. Ça m'a l'air complètement crétin comme histoire. Mais moi, j'aime les scénarios crétins. J'aime les histoires débiles. Numéro 24, The Last of Us, sur OCS. Alors là, pour cette adaptation qui s'annonce très prometteuse, on n'a pas lésiné. Naughty Dog est bien sûr à la production. Les showrunners, ce seront Craig Mazin, un auteur que j'adore, que vous adorez depuis Tchernobyl. Et il y aura également Neil Druckmann, qui est un peu la cheville ouvrière, le grand maître d'œuvre du jeu Last of Us, qui va donc lui-même participer à l'adaptation en série. Je pense que le jeu vidéo est entre de bonnes mains pour son adaptation. Ça promet beaucoup, je pense que ça va donner tout autant. Numéro 25, Crapopolis. C'est la nouvelle série animée de notre scénariste d'animation préféré, Dan Harmon. Et oui, le mec à qui on doit Community et Rick et Morty. Alors, qu'est-ce qu'il a encore trouvé là, notre Dan Harmon? Il s'est dit, je vais me transporter dans la Grèce antique, je vais faire cohabiter des humains, des dieux et des monstres, et on va les regarder foutre le boxon. Je pense que ça va être très dada, très cramé, très taré, exactement les trucs qu'on aime dans Rick et Morty. En tout cas, je pense qu'on va plus se marrer que dans Blood of Zeus. Numéro 26,
The Lord of the Rings. Je dois vraiment développer que cette série sur le deuxième âge de la Terre du Milieu va tout défoncer. Est-ce que je vais dire que va être la série la plus chère de tous les temps avec un budget de 450 millions de dollars rien que pour la première saison? Alors il y a eu une certaine inquiétude quand on a vu le nom des deux showrunners parce que c'est des mecs complètement inconnus au bataillon. J.D. Payne et Patrick McKay. Vous regardez leur fiche IMDb, il y a quasiment rien. Mais en fait ça fait plus de 25 ans qu'ils sont dans le métier. C'est juste que la plupart de leurs projets n'ont jamais abouti. Sauf celui-là. On a affaire à des pros, c'est juste qu'ils n'ont pas vraiment eu de chance depuis qu'ils sont dans le métier. Et là, ils ont attrapé le Graal. Bien entendu, ils ont fait appel à d'autres talents sûrs, comme Brian Cogman, un ancien scénariste de Game of Thrones, Jennifer Hutchison, une autrice que j'adore, qui a notamment travaillé sur Breaking Bad, et ce sera J.A. Bayona qui va réaliser les 2 premiers épisodes. Et vous savez que J.A. Bayona, il a un sens visuel de fou. Voilà, vous avez pu le voir dans Penny Dreadful, vous avez pu le voir dans le 2e Jurassic World, qui, quel que soit ce qu'on pense du film, déboîte quand même bien visuellement, qui a fait quelques minutes après minuit, un film à la frontière entre le merveilleux, le fantastique, la fantasy, une série sur un univers qui est peut-être un des univers les plus riches jamais créés par l'imagination humaine. J'ai pas besoin d'en dire plus. Lord of the Rings, on peut pas passer à côté. Numéro 27, Louis XXVIII sur France TV/. On va être dans un monde où en fait la monarchie française n'a jamais été abolie. Alors évidemment ce ne sera pas une uchronie dramatique, ça c'est plutôt un truc anglo-saxon, on fait pas beaucoup d'uchronie vraiment en France. On va avoir une comédie surtout, voilà, une comédie sur voilà l'héritier du trône qui a envie de faire n'importe quoi. Je sais pas, mélanger uchronie et comédie, pourquoi pas, c'est un cocktail qui est assez original pour une série française. Je suis très curieux de voir ça. Numéro 28, Love and Death, certainement sur OCS. Tout ce qui est true crime, série policière, ça me branche pas. Cette histoire vraie, qui est en fait une housewife toxane, une femme au foyer toxane qui a assassiné sa voisine à coups de hache, ça me fait pas plus chaud que ça. Même s'il y a Elizabeth Olsen dans le rôle titre. Mais je ne peux pas m'en empêcher, c'est une série qui est adaptée par David E. Kelley. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que David E. Kelley, c'est un de mes scénaristes préférés. On lui doit Ali McBeal, Big Little Lies, The Undoing. Il a fait de fantastiques séries. Je l'adore, ce mec. Je l'adore. Au moins qu'il y aura des bons dialogues, parce que le mec, c'est un roi des dialogues. Voilà. Très impatient de voir la nouvelle production Kelley. Numéro 29, Monster, The Jeffrey Dahmer Story. C'est une série Netflix qui va être créée par Ryan Murphy et son compère Sian Brennan. Vous savez qui c'est Ryan Murphy, hein? Son CV parle pour lui. Et d'ailleurs, c'est Evan Peters qui va jouer le serial killer Jeffrey Dahmer dans cette série. Et Evan Peters, il est apparu dans presque toutes les saisons d'American Horror Story. Voilà, on sent que c'est fait en famille. Je pense qu'on va avoir droit encore à ces bons serial killers qu'il aime tant, Ryan Murphy. Il les aime depuis Nip Tuck, où il y avait déjà des storylines de serial killer et même de serial violeur qui est complètement insane. Voilà, et le fait qu'il y ait un grand nom qui est attaché comme ça suffit à m'intéresser. Numéro 30, Moon Knight sur Disney+. Marvel ne me botte pas plus que ça. Mais j'aime beaucoup le concept de Moon Knight. On a le principe d'un héros qui a des multiples personnalités. Alors, il y a beaucoup d'obstacles. Déjà, c'est créé par Jeremy Slater, qui est un auteur qui a produit quand même pas mal de merde, hein. L'adaptation live action de Death Note, c'est à toi que je parle. C'est aussi lui qui a co-créé Umbrella Academy, et dans ma bouche, ce n'est pas un compliment. Il y a une danger d'une exploitation très perverse du handicap à des fins sensationnalistes, comme Split. Mais voilà, je m'accroche à ce concept en espérant que tout se passera bien. Numéro 31, Nolly en streaming. Encore un sujet dont je devrais me foutre. Franchement, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce biopic sur une grande actrice de la télévision britannique des années 60, 70 et 80, complètement inconnue par chez nous. Pourquoi je devrais m'intéresser à ça, même si c'est Helena Bonham Carter qui joue Nolly? Pas tout simplement parce que c'est la prochaine série de Russell T. Davies. Et Russell T. Davies, c'est un grand nom que j'adore. Je sais, je cite beaucoup de noms de scénaristes et de showrunners. C'est souvent mon choix numéro 1 lorsque je veux regarder une série. Et voilà, bon, Russell T. Davies, je vais pas vous refaire son CV. Queer as Folk, Doctor Who, Years and Years, It's a Sin. Il est à un niveau que très peu d'auteurs parviendront un jour. Je lui fais complètement confiance pour m'intéresser sur un sujet dans lequel je me fous. Numéro 32, Obi-Wan Kenobi sur Disney+. Ah tiens, une nouvelle série Star Wars. Qu'est-ce que ça nous manquait? Et sur Obi-Wan, of course. Là, je pense que c'est juste parce que j'aime beaucoup le personnage, parce que j'aime beaucoup Ewan McGregor, parce qu'il a dit qu'il a envie de s'approcher un petit peu plus du Obi-Wan Kenobi version Alec Guinness que la version qu'il a jouée dans la prélogie. Oui, je suis faible. Oui, cette histoire qui est censée se dérouler entre Star Wars 3 et Star Wars 4 va peut-être pas être grandiose. Mais voilà, je suis un couillon. Numéro 33, Pachinko sur Apple TV+. C'est une série coréenne qui est adaptée d'un livre
qui raconte en fait l'histoire d'une famille coréenne qui émigre en Chine, et on suit son histoire pendant un siècle. J'aime beaucoup en fait ces séries où l'on court, où l'on traverse des années, où l'on voit le temps qui passe, on voit l'évolution de la société, l'évolution des personnages, l'évolution de la famille. C'est d'ailleurs quelque chose que j'aimais beaucoup déjà dans Taken. Un jour, il faudrait que je vous parle de Taken. C'est un peu le chef-d'œuvre méconnu de Spielberg. Si vous aimez ce genre de série, je pense qu'il ne faudra pas manquer Pachinko. Numéro 34. Painkiller sur Netflix. Le créateur de Narcos, Eric Newman, revient aux manettes, et cette fois, c'est avec l'histoire d'un scandale qui a secoué les États-Unis, qui est le scandale d'un trafic d'opium dans les années 90, qui a beaucoup touché les milieux politiques, les milieux pharmaceutiques. C'est un grand scandale de l'époque, un peu à la Erin Brockovich. C'est typiquement ce genre de série qui nous parle d'un scandale, pour mieux nous parler en fait de l'histoire d'un pays et de ses personnages. Un peu comme le faisait Tchernobyl, où en fait on parlait moins de Tchernobyl que des abus du pouvoir. Painkiller a tous les ingrédients qu'il faut pour que je sois dedans. Numéro 35, Peacemaker sur OCS. Alors on a parlé Marvel, parlons un peu d'ici maintenant. Oui, comme vous avez deviné, ce sera centré sur le personnage de Suicide Squad, le deuxième film, bien sûr, pas le premier. C'est toujours James Gunn qui va s'occuper du perso, et pour sa première série, il va écrire tous les épisodes, il va en réaliser la plupart. On va retrouver ce personnage très croustillant de Suicide Squad, et je suis sûr qu'on va bien s'amuser. Numéro 36, Pivoting. Est-ce que vous avez jamais rêvé de prendre des décisions complètement incroyables qui vont bouleverser votre vie, mais que vous n'avez jamais vraiment osé prendre parce que vous aviez peur du changement? Eh bien, je pense qu'on aura une bonne catharsis avec Pivoting, parce que c'est exactement ça. C'est trois amies, dans la crise de la quarantaine, elles savent pas quoi faire, elles sont pas satisfaites, elles décident de prendre le taureau par les cornes. On va avoir, je pense, de bonnes catastrophes dramatiques en série, mais aussi de l'espoir, de l'entraide, de l'amitié, etc. Numéro 37, Revenge of the Nerds. Alors là, je l'attends beaucoup celui-là. Je l'attends beaucoup parce que il s'agit d'une espèce de faux reboot du film des années 80, qui a quand même mal vieilli sur pas mal de domaines, même si ça a été un peu le premier film à réhabiliter la figure du geek, quand dans les années 80, c'était encore très péjoratif. Alors ce sera Seth MacFarlane qui va se charger du reboot. Vous connaissez certainement Seth MacFarlane, Family Guy, American Dad, Ted. Le mec a beaucoup d'acide à revendre. Mais surtout, MacFarlane a promis que, pour cette série, il allait se pencher sur une question: c'est quoi être geek en 2022, quand la culture soi-disant geek est devenue maintenant mainstream? Voilà, j'aime beaucoup cette interrogation. Je pense que ce sera traité d'une manière évidemment très comique et très acide par MacFarlane. Je pense que ça va bien sûr faire référence aux grandes références des années 80 et 90. Voilà, c'est tout à fait le genre de programme qui coche toutes les cases de mon cœur. Une des dernières fois où j'ai vu une méditation sur la culture geek, c'était la série Freaks and Geeks. Et ça commence un peu à dater, parce que non, vous n'allez pas me dire que Ready Player One et Big Bang Theory, ce sont des séries qui parlent vraiment de la culture geek. C'est très personnel, ce que je pense, mais c'est pas du tout ça pour moi. Revenge of the Nerds, ça peut nous intéresser. Numéro 38, Sandman. Je vais pas épiloguer longtemps, on l'attendait. C'est un comics de Neil Gaiman, déjà un des plus grands auteurs des littératures de l'imaginaire. C'est un comics qui a été une référence, mais vraiment une référence un peu comme ceux d'Alan Moore, à peu près à la même époque. C'est un comics avec tellement de thèmes profonds, avec des personnages tellement complexes, tellement mystérieux. L'adaptation promet déjà d'être magnifique visuellement. Gaiman bête de la partie, David S. Goyer qui est partout en ce moment. Voilà, le mec s'est pas contenté d'écrire la trilogie Dark Knight. Il a aussi fait Fondation, il a fait plein de trucs, David S. Goyer. Il fait aussi Sandman. 30 ans qu'on essaye d'adapter Sandman, et ça va enfin se faire. Numéro 39, les 7 vies de Léa sur Netflix. J'ai l'impression que ça va être le Code Quantum français. C'est l'histoire d'une nana de 2021 qui se réveille 30 ans plus tôt dans un autre corps, en 1991. À chaque épisode, elle va remonter le temps, toujours à la même année, en 1991. Elle va occuper d'autres corps, et en fait, sa mission, c'est de sauver un adolescent qui a disparu cette année-là et qu'on n'a jamais retrouvé. Donc le principe est complètement Code Quantum. Aussi un côté un peu true calling, avec cette nana qui doit corriger un passé qui était les droits dans le mur. Moi, je suis toujours content quand une série française s'ouvre un peu au fantastique, tout ça. Moi, je suis tout à fait curieux de voir comment la 7 vie de Léa va traiter ça. Numéro 40, She-Hulk, sur Disney+. J'en ai rien à foutre de Hulk. J'en ai rien à foutre non plus de She-Hulk. Alors pourquoi j'ai choisi cette série? Parce qu'elle a beaucoup d'atouts. On nous a dit que ce serait un mix entre, certes, la série de super-héros, mais aussi le legal drama, la série judiciaire.
Et ça tombe bien, j'aime beaucoup les séries judiciaires, puisque She-Hulk, dans la vie réelle, est censée être avocate. Ce sera assez comique, apparemment. Et moi, vous savez que depuis Ally McBeal, depuis les séries justement de David E. Kelley dont je vous ai parlé, j'adore les séries judiciaires comiques. Et ce sera créé par Jessica Gao. Et oui, vous savez qui c'est Jessica Gao? Elle a écrit un épisode de Rick and Morty, mais pas n'importe lequel. Et enfin, argument massu, She-Hulk sera joué par Tatiana Maslany. Ouais, la nana qui a fait un octuple, neuftuple, décuple rôle dans Orphan Black. J'arrive plus à compter ses clones, il y en avait trop à un moment. She-Hulk, dans ses mains, ça a bien donné. Numéro 41, Single Drunk Female. C'est une nana qui a joué la party girl toute sa vie, et puis qui se rend compte un jour que c'est plus pour elle la vie de party girl. Et le problème, c'est qu'elle est sacrément alcoolo. Et ça, je trouve ça intéressant comme sujet, parce que l'alcoolisme a souvent été traité au masculin dans les séries. Et bon, et c'est vrai que dans la vraie vie, il y a plus d'alcoolo hommes que de femmes. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les alcoolos femmes. L'alcoolisme féminin, c'est un fléau dont on parle assez peu. Et je suis assez curieux de voir comment ça va être traité, surtout avec le côté comédie acide, puisque ce sera Jenny Connor qui va produire la série, et Jenny Connor, c'était la co-showrunneuse de Girls. Là, je pense qu'on peut attendre le même degré de causticité, de précision, d'empathie et de rigolade qu'on avait dans Girls. Numéro 42, Smiling Friends. Il y a des pitchs dont tu saisis tout de suite l'ironie et tu sais que ça va être drôle. Dans cette série d'animation, en fait, on a une espèce de comédie de bureau, genre à la The Office, où tu as des employés d'une entreprise. Leur seul but, c'est on doit rendre heureux nos clients et on va tout faire pour qu'ils soient heureux et on va y aller à n'importe quel prix. Et tant pis si on fait beaucoup de catastrophes, tant pis si on fout la misère à tout le monde du moment que notre client est heureux. Je crois que ça va être très riche, voilà, en ironie et en rigolade et en baril d'acide bien envoyé. Numéro 43, Somebody Somewhere sur OCS. Pourquoi regarder une série sur la crise de la quarantaine d'une Texane qui n'arrive pas à s'intégrer dans la ville où elle est? Ça va être vraiment quelque chose qui va être centré sur les basses classes sociales, ces personnes qu'on ne voit pas souvent à l'écran. On est à hauteur d'hommes, à hauteur de femmes. Et en plus, c'est une nana qui a envie de sortir de la grisaille de sa vie quotidienne par le chant. Ode au quotidien, à l'enthousiasme malgré le quotidien, à la musique. Il y a tout ce qu'il faut pour me plaire dans Somebody Somewhere. Numéro 44, Star Trek Strange New Worlds. Encore une série Star Trek, et en plus un spin-off de Discovery, qui sera centré sur Pike. Pourquoi cette série m'intéresse? Parce que le showrunner Alex Kurtzman a juré qu'il allait revenir aux sources. Ouais, il va tourner le dos au côté très feuilletonnant des précédentes séries Star Trek. Il veut retourner au côté plus épisodique, plus stand-alone de la série originale des années 60. Et il veut également retrouver la tonalité plus optimiste qu'il y avait dans la première série de Gene Roddenberry. Il y a ceux qui disent oui mais le feuilleton c'est mieux, enfin des séries avec une histoire égale un épisode et c'est bouclé, c'est pas intéressant. Détrompe-toi mon ami. Déjà je pense que ce sera quand même un petit peu feuilletonnant, hein, on est quand même en 2021. Mais surtout, est-ce que vous savez à quel point être dans un feuilleton c'est cool, mais c'est quand même très limitant. Voilà, t'as la tête dans le guidon, tu dois faire un feuilleton, tu peux pas vraiment dévier de la voie où tu t'es tracé. Tandis que dans la série épisode, tu peux tout faire. Tu peux faire hop, de la comédie, de la tragédie, du burlesque, du décalé. Tu peux traiter beaucoup plus de thèmes en fait dans les séries épisodes. Donc avec Star Trek Strange New Worlds, on peut retrouver ce côté space opéra old school avec une grande liberté de ton. Numéro 45, Super Pumped. Ça va être une anthologie par saison. Super Pumped, ça va donc être une anthologie qui va raconter les dessous de la création d'une grande entreprise, ou plutôt de ses dirigeants, de comment ils sont allés au sommet avant souvent de connaître la chute. Pour vous donner un exemple, la première saison sera centrée sur Uber. Comment un homme a voulu changer le monde, comment il y a eu pas mal de trucs qui ont foiré, comment ce mec a finalement été écarté. On a tous les ingrédients d'une tragédie grecque. J'adore. Numéro 46, Tell Me Everything. Pourquoi j'attends beaucoup? Parce que, unpopular opinion, je n'ai pas aimé Euphoria. Maintenant que vous vous êtes tous désabonnés, je vais vous dire pourquoi j'attends Tell Me Everything, parce qu'il y a une possibilité pour que pour moi elle réussisse là où je trouve Euphoria n'a pas réussi. C'est-à-dire vraiment raconter d'une manière extrêmement incisive et aiguë, eh bien, les souffrances adolescentes, les questions de santé mentale, la drogue, le sexe, etc. avec, j'espère, beaucoup plus de nuances, de subtilité et d'énergie qu'il peut y avoir dans Euphoria. C'est dit que ça va être très inspiré de Skins, et pour moi, Skins c'est vraiment une des meilleures séries dans le genre. Moi, je suis complètement pour. Numéro 47, Tiny Toons University. Là, je m'adresse à ma génération
et à la génération X, qui a grandi avec ce fabuleux dessin animé d'animation, coproduit d'ailleurs par Spielberg, avec des toons qui s'amusent à faire les 400 coups, dans des histoires très drôles, dans des répliques explosives. J'ai envie de voir ce que va donner ce reboot en 2021. Je sais qu'on a des raisons de craindre, et en même temps, quand tu vois que le reboot des Animaniacs, une autre série d'animation de la même époque, est complètement réussi alors qu'on est 20 ans après, moi je dis qu'on a de quoi espérer. Numéro 48, Vikings Valhalla. Oui, ce sera le spin-off de Vikings, toujours co-créé par Michael Hirst, le créateur de Vikings. Ça va se centrer sur les dernières années de l'ère viking, au moment où ils se mettent à se taper dans la gueule pour le trône d'Angleterre, à partir du moment où il y a des gros problèmes entre les Vikings convertis au christianisme et les païens, de l'histoire, de la religion, de la politique, des bagarres. Je pense qu'on a un bon cocktail. Numéro 49, Willow sur Disney+. Oh là là, mais est-ce que je suis en train de me faire piéger par toutes les sirènes de Disney+. Oh, tu veux pas regarder cette série adaptée d'un classique des années 80 que tu as adoré? Ouais, je veux dire ouais, rien que pour revoir Warwick Davis que j'adore, qui reprend son rôle plus de 30 ans après. Mais surtout parce que Willow, c'est un des plus beaux films de fantasy que je connaisse. Et franchement, la storyline à base de frères jumeaux, de princesses à sauver, moi je m'en fous totalement. Ce que je veux revoir, c'est ce monde. Ce world building, ce monde fantasy qui a été créé uniquement pour ce film. Le world building en fantasy est tellement ample que le faire que pour un film, t'as l'impression de n'avoir exploré qu'une partie de ce monde. Un peu comme la série Dark Crystal l'avait fait après le film. Et la série Dark Crystal avait été une réussite, mais complète. C'est d'ailleurs un crime qu'il l'ait annulé au bout d'une saison. Je vais essayer de rechercher une expérience similaire dans Willow. Et enfin, la dernière, numéro 50, The Witcher Blood Origin. Oui, le prequel de The Witcher, toujours adapté des livres de Andrzej Sapkowski, qui va se concentrer sur un des événements importants dont il est fait mention dans les livres, qui est la conjonction des sphères, où les univers parallèles de The Witcher se sont rentrés brutalement en collision, et où ça foutu de bordel avec des monstres qui sont sortis partout. C'est là où le premier Witcher a été créé. Si on aime The Witcher, si on aime l'univers, moi je dis, les prequels, avec cet événement-là, ça peut donner du bon. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les séries que vous attendez pour l'année prochaine. Et n'oubliez pas, le binge-watching, c'est la vie.